Bonjour à tous et à toutes. Je suis le docteur David Masson. Je suis psychiatre d'adultes au Centre psychothérapique de Nancy, responsable du département de réhabilitation psychosociale et du centre référent de réhabilitation psychosociale Cure-Lorraine. Je vais vous présenter aujourd'hui les éléments de base autour d'un outil absolument indispensable en psychiatrie qui devrait être décliné pour tous les patients et tous les patientes qui pourront en avoir besoin, qui est la psychoéducation. Nous allons voir de ce fait les éléments globaux autour de l'insight et comment on décline ce genre d'outils dans notre exercice quotidien. Prenons déjà quelques moments pour définir ce qu'est l'insight. L'insight est un mot qui est souvent utilisé par les professionnels de santé. Et ce que l'on note souvent, c'est que ce mot, en fait, chaque professionnel a sa propre définition. Ce qu'on va souvent retrouver, c'est l'insight défini comme la conscience par le patient de souffrir d'un trouble psychique, c'est-à-dire de se considérer comme étant un sujet porteur d'une maladie et que cette maladie lui appartient. Ainsi, on va définir l'insight de manière générale comme étant soit en relation avec une pathologie. Il n'y a toutefois pas de définition unitaire qui rend difficile de bien modéliser et de bien l'évaluer au niveau de la clinique et de la recherche. On a ainsi plusieurs définitions de l'insight. On peut trouver, par exemple, l'insight sous sa définition catégorielle, comme ça le proposé par l'OMS, qui en fait permet de l'évaluer comme l'insight comme étant ayant une conscience présente ou absente de la maladie et où on va également évaluer le degré de conscience du trouble qui peut aller de l'absence de trouble à la conscience partielle du trouble ou à la conscience totale du trouble. On a aussi d'autres conceptions multidimensionnelles qui prennent en compte différents éléments, et c'est celui-ci qui est particulièrement utilisé aujourd'hui en psychiatrie, qui comporte un modèle tridimensionnel intriqué avec trois dimensions principales. On a ainsi, par exemple, le fait de reconnaître la maladie mentale, c'est-à-dire l'aptitude à nommer et à repérer les phénomènes mentaux qui vont définir une pathologie. La deuxième dimension, c'est la capacité à reconnaître les symptômes pour soi, d'avoir une conscience que l'on est atteint d'une maladie. Et la troisième dimension est la reconnaissance de la nécessité d'un traitement. Ces trois dimensions, pour une même personne, elle va être dynamique et évolutive. Ainsi, une personne atteinte de schizophrénie, par exemple, en situation dite de décompensation, on va retrouver souvent des difficultés de reconnaissance de la pathologie pour soi, parfois aussi de la nécessité de traitement. On peut aussi, dans d'autres situations, même pour une même personne donnée, avoir une bonne capacité de reconnaissance des symptômes pour soi, une reconnaissance de la nécessité d'un traitement médicamenteux, mais absolument pas de reconnaissance de la maladie mentale dont on souffre. On voit ainsi qu'on a plusieurs modalités de reconnaissance du trouble et qui va aussi indiquer là où il faut peut-être appuyer les actions de psychoéducation. Par exemple, si le patient le souhaite, pouvoir travailler davantage sur la connaissance autour de la maladie. Mais ça peut être pour d'autres personnes autour des traitements médicamenteux ou psychothérapeutiques qui peuvent être proposés, ou aussi reconnaître les symptômes peut-être précurseurs d'une éventuelle rechute. En psychiatrie, quel que soit le modèle utilisé, on identifie qu'il y a un manque d'insight dans les différentes dimensions, particulièrement chez les personnes atteintes de schizophrénie, parce que l'on estime de manière, si on prend le modèle catégoriel, qu'il y a environ 60% des personnes atteintes de schizophrénie qui ont des troubles d'insight. De ce fait-là, ça va avoir des impacts directs cliniques, thérapeutiques, puisque ce défaut d'insight peut entraîner des difficultés de reconnaissance, de prendre soin de soi et de pouvoir adhérer aux traitements proposés et de pouvoir les suivre. Quelques éléments autour d'hypothèses actuelles du manque d'insight dans les psychoses. Comme je vous l'ai dit auparavant, on estime environ à 60% des patients concernés. On trouve par exemple l'hypothèse des biais cognitifs de Beck. Ainsi, les personnes atteintes de schizophrénie peuvent
avoir une plus grande adhésion aux propres croyances, à leurs propres croyances autour de l'explication autour des symptômes présentés et ressentis. Également, une difficulté à corriger avec les informations venant d'autrui, et peut-être aussi une difficulté d'avoir confiance dans les autres informations qui peuvent contredire les croyances, mais également une moins bonne capacité à pouvoir mettre ces expériences en perspective dans les psychoses, c'est-à-dire pouvoir faire un pas de côté pour pouvoir mettre les croyances et les informations en perspective. L'autre dimension aussi qui va compliquer l'évolution de l'insight, ça peut être des anomalies fonctionnelles cérébrales, notamment les troubles cognitifs, notamment la question de la flexibilité et l'inhibition, qui concernent donc les fonctions exécutives. Et on retrouve également fréquemment des difficultés au niveau métacognitif, c'est-à-dire les capacités à pouvoir s'observer soi-même. Et on va souvent retrouver dans les psychoses des défauts d'attribution des événements, par exemple d'un biais humain externe, c'est-à-dire qu'un événement négatif est dû à une malveillance d'autrui. Tout ça pour dire que, en fait, l'insight ne peut pas se résumer à un mécanisme unique. On peut retrouver différents éléments autour des hypothèses présentées en exemple qui peuvent donner une compréhension globale des différents mécanismes qui vont avoir un impact au niveau de l'insight et au niveau de son expression. Alors, l'insight, avoir un meilleur insight, est-ce que c'est quelque chose de souhaitable? Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est délétère ou quelque chose qui ne doit pas être travaillé? Différentes études sont allées s'intéresser sur cette dimension-là. Les éléments retrouvés, on retrouve forcément des éléments positifs et négatifs. Et les éléments positifs, on les voit ici, sont extrêmement importants parce qu'elles vont contribuer à pouvoir catalyser le processus de rétablissement. Ainsi, un meilleur insight est corrélé à une meilleure qualité de vie, et également corrélé à une meilleure observance médicamenteuse et une fréquentation plus sécure des lieux de soins qui sont plus vécus comme une ressource. L'insight, un bon insight, va être aussi un facteur de stabilisation plus durable, de l'autonomie, de faciliter le processus de rétablissement. Elle va permettre également de pouvoir améliorer le fonctionnement social et de faciliter les relations avec ses pairs atteints d'une pathologie, mais aussi avec sa famille, mais aussi avec toute personne dans la communauté qui n'est pas forcément concernée par un trouble psychique. Les éléments négatifs repérés autour de l'insight, le principal étant la question de la dépression. Ainsi, on peut se poser la question de le fait d'avoir un bon insight, est-ce que ça ne va pas avoir un impact au niveau des cognitions dépressogènes? Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a une corrélation entre dépression et insight, mais sans lien direct, et il semblerait que le lien entre la dépression et l'insight soit la question autour de l'autostigmatisation, c'est-à-dire l'intégration pour soi des représentations négatives autour des troubles psychiques. On retrouve également une baisse d'estime de soi et la difficulté d'acceptation de souffrir d'un trouble psychique caractérisé. On en a parlé juste avant. La question de l'autostigmatisation, qui concerne quand même 33% des patients adultes suivis en psychiatrie, selon une étude du Bruck publiée en 2021. N'oublions pas non plus le risque suicidaire qui est en lien avec la question de la dépression, de la baisse d'estime de soi, de l'autostigmatisation, qui invite à avoir cette vigilance lors notamment de l'annonce diagnostique, de pouvoir évaluer la question du risque suicidaire qui peut exister à ces moments. Comment parler d'insights aussi sans prendre en compte la parole de l'usager? Elle est capitale dans cette évaluation de l'insight, mais aussi sur la question des approches de renforcement de l'insight et notamment des approches dites psychoéducatives. Ainsi, elle nécessite de prendre en compte avec l'usager ce qu'il pense, ce qu'il en pense, et pas juste avec un malade, sans prendre contact avec une personne qui a une maladie et pas juste avec un malade. C'est l'exploration, la prise en compte des projets de la personne, puisque ce sont les projets et pas le fait d'avoir une maladie ou non qui vont être la porte d'entrée vers la motivation. Ce sont les projets qui vont aider les personnes à trouver un intérêt,
par exemple, à s'inscrire dans des actions de psychoéducation et dans tout outil thérapeutique que l'on peut proposer pour accompagner le processus de rétablissement. C'est aussi, en tant que professionnel, garder une certaine humilité sur les informations que l'on a. Il y a beaucoup d'éléments de psychiatrie qu'on ne connaît pas encore, qui sont encore en situation d'hypothèse. C'est important aussi de le souligner avec les personnes que l'on accompagne. Et une des limites, c'est celle que j'ai présentée en préambule, bah, c'est la question de la limite de l'insight médical, de ces différentes dimensions et de la difficulté d'avoir une définition, je dirais, homogène sur cette question. L'insight médical est une chose parce qu'effectivement, il va impliquer les questions autour des connaissances, autour des éléments psychiatriques et psychopathologiques. Il ne peut pas toutefois faire l'impasse sur la prise en compte donc, de l'insight dit narratif, c'est-à-dire bah, comment la personne concernée, elle explique le phénomène qui lui arrive et qui doit prendre en compte un certain nombre de références non médicales, qu'elles soient les références culturelles, les références personnelles, les références sociales, qui sont absolument incontournables dans la déclinaison de la psychoéducation. La prise en compte de la parole du l'usager est importante aussi parce qu'elle permet de renforcer le sentiment de contrôle de la personne et de pouvoir renforcer son pouvoir d'agir. C'est aussi la possibilité de pouvoir lui donner des compétences qui lui permettent de gérer au mieux sa pathologie et de renforcer au maximum les compétences d'auto-soin. Attention, insight ne veut pas dire avoir conscience de devoir prendre un traitement et, je dirais, se rentrer dans la tête qu'il faut absolument prendre le traitement sans réfléchir. Souvent, il y a un amalgame qui est fait entre ne pas accepter un traitement médicamenteux et manquer d'insight. On n'est pas du tout sur la même chose. Ne pas accepter un traitement, je dirais, en pleine connaissance de cause, avec les informations adaptées et avec une personne qui peut avoir son plein consentement. Ça ne veut pas dire qu'il y a un manque d'insight s'il n'accepte pas le traitement proposé. Il faut absolument aller explorer d'autres voies. Je pense que c'est absolument important de pouvoir trouver je dirais, un terrain d'entente entre le thérapeute, le professionnel et la personne accompagnée pour pouvoir favoriser l'acceptabilité des soins proposés. Si on fait un focus donc sur la psychoéducation du patient, qui peut être aussi appelée éducation thérapeutique du patient, là, c'est une intervention qui vise à tout d'abord transmettre des informations sur le trouble psychique, mais aussi sur les soins possibles actualisés en fonction des données de la science actuelle. Important aussi de transmettre des informations centrées sur l'espoir. L'important, c'est de pouvoir renforcer le processus de rétablissement en insistant sur l'importance de l'objectif des soins, c'est-à-dire d'aider la personne à avoir la vie la plus satisfaisante possible, malgré la présence d'un trouble psychique. Autre point capital et qui ne peut pas être déconnecté de l'information, c'est développer les capacités pour faire face aux troubles. C'est renforcer les capacités d'auto-observation, les capacités d'auto-soin, les capacités à repérer les signes précoces, les modalités d'intervention et d'aider de ce fait-là, s'aider soi-même et d'aider les professionnels à pouvoir apporter les meilleurs soins possibles en fonction de la situation où est la personne. C'est aussi de soutenir le pouvoir d'agir et de renforcer les liens sociaux, notamment par la rencontre de personnes concernées par une même problématique et de partage d'expériences. Elle permet également de diminuer la stigmatisation en lien avec la pathologie, les traitements et les services de soins. Point important spécifique, lorsqu'on parle d'ETP, on parle de psychoéducation labellisée par les ARS, donc Agences régionales de santé. L'ETP est un programme de psychoéducation qui a été labellisé selon des critères précis mis en place depuis la loi HPST de 2009. Beaucoup d'hôpitaux français ont des programmes dits d'ETP qui nécessitent une évaluation annuelle puis quadriennale pour pouvoir continuer à avoir ce label-là. Euh, Toutefois, les objectifs d'un programme d'ETP et de psychoéducation sont
identiques, en tout cas dans les différents objectifs présentés auparavant. Important aussi d'avoir en tête, puisqu'on a souvent cette demande-là lorsqu'on nous adresse un patient en éducation thérapeutique, on nous demande souvent de proposer une action pour que le patient comprenne qu'il est malade, qu'il faut qu'il prenne un traitement. Attention, une action de psychoéducation n'est pas une méthode efficace pour permettre de forcer l'insight. Il faut absolument travailler sur les éléments motivationnels et d'amener la personne à lui faire, peut-être le faire évoluer sur l'aspect que le traitement peut être une aide qui est acceptable dans son parcours. Et la psychoéducation ne permet pas de faire ce forcing, si je puis dire. Important aussi, la psychoéducation, par exemple d'une pathologie, c'est pas de faire un cours magistral. Un cours magistral n'a aucun intérêt pour les patients. On va le voir par la suite. Il faut pouvoir adapter les informations fournies et de pouvoir bien les personnaliser en fonction des besoins de chaque personne à un moment donné. Qu'est-ce que la psychoéducation? Je vous l'ai dit, il y a plusieurs objectifs. Et la définition la plus simple est celle-ci, c'est une intervention didactique et psychothérapique systématique qui vise à informer les patients et leurs proches sur le trouble psychique et à promouvoir les capacités pour y faire face. Définition de Jérôme Favreau. Vous l'aurez compris, ce qui est très très important, c'est ne surtout pas se limiter aux données de l'information. L'information, elle sert surtout un objectif, elle permet de comprendre pourquoi les comportements doivent être modifiés, pourquoi est-ce que les comportements doivent être plus fonctionnels vis-à-vis de la pathologie. Elle permet de pouvoir améliorer les compétences d'auto-soin et de meilleure gestion de la maladie. Dans la perspective du rétablissement, on est donc sur une transmission, la transmission d'un savoir orienté vers l'espoir. Ça vaut le coup de pouvoir suivre les soins proposés parce on attend tel objectif en termes de rétablissement. C'est d'aider les personnes à pouvoir intégrer la maladie dans leur identité bouleversée par la présence de celle-ci. Généralement, l'arrivée d'un trouble psychique, c'est un cataclysme. C'est quelque chose qui est très difficile à accepter et les actions de psychoéducation aident clairement à mieux comprendre le phénomène qui arrive à chaque personne concernée et pouvoir, la placer à sa juste place, c'est-à-dire une maladie, une expérience de vie et quelque chose qui peut être amené, qui ne va pas définir la personne dans son identité propre. La psychoéducation permet de modifier les attitudes et comportements pour prendre mieux soin de soi et de pouvoir accompagner le processus de rétablissement. C'est un outil aussi capital pour l'amélioration de l'implication dans les thérapies. Je pense notamment en thérapie comportementale et cognitive, dont un des premiers aspects dans la plupart du temps est de pouvoir donner de l'information aux patients à la fois sur les troubles présentés, comment ça fonctionne et surtout pourquoi on propose tel ou tel soin. Par exemple, devant un trouble anxieux, il est absolument capital d'expliquer à la personne concernée comment se déroule une crise d'angoisse avec la montée, le plateau et la redescente. Et puis, pourquoi les techniques d'exposition, par exemple dans les troubles anxieux, sont quelque chose qui vont permettre de pouvoir diminuer la fréquence et l'intensité des manifestations anxieuses, qui permet de favoriser l'implication dans ce type de thérapie. La psychoéducation permet de renforcer l'empowerment et le pouvoir d'agir par rapport justement à la question de l'acquisition des compétences d'auto-soin. Et on le dit aussi, renforcer les liens sociaux, et notamment, souvent dans les groupes, de pouvoir permettre des rencontres entre personnes concernées par le même type de problématique. Les interventions psychoéducatives, il n'y a pas de programme tout fait. Il faut absolument que les interventions soient adaptées en fonction de la pathologie et du stade de la pathologie, mais également en fonction du stade de rétablissement où en est la personne. Par exemple, dans la phase moratoire, qui est la phase dite de difficulté de reconnaissance d'un trouble, je ne suis pas malade, bah, la question, par exemple, si la personne a des hallucinations, et si elle le souhaite, pouvoir inviter à amener de l'information pour normaliser les symptômes.
que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, qui peut se déclencher de manière artificielle, que la pathologie sont plus fréquentes malheureusement et plus gênantes, et que pouvoir s'engager dans les soins, c'est permettre de pouvoir diminuer les symptômes et la souffrance associée. Ça va pas être du tout la même approche, par exemple, dans la phase de préparation, où là, l'objectif, souvent les personnes souhaitent connaître mieux la pathologie dont ils souffrent, dont ils ont cherché beaucoup d'informations, souvent sur Internet, et de pouvoir aider la personne à pouvoir mieux comprendre sa pathologie, ses manifestations, et de pouvoir bien la différencier de la personne dans son intégralité, et de trouver une juste place à la maladie, c'est-à-dire quelque chose qui fait partie effectivement de la vie de la personne, mais qui ne la définit pas. Comment faire concrètement de la psychoéducation? Il y a quatre questions essentielles à poser et à se poser avant de pouvoir proposer ce type de technique. La première question, avant n'importe quelle intervention de psychoéducation, il faut demander à la personne, est-ce elle souhaite recevoir de l'information? Cette réponse, elle va aider à déjà préciser le besoin à ce niveau-là, de pouvoir faire une proposition et qui peut être déclinée. Si le patient dit qu'il ne souhaite pas d'information à ce moment-là, c'est un choix à respecter. Toutefois, il est important de pouvoir, je dirais, ouvrir la porte et de semer les graines, je dirais, d'autoriser le patient à réfléchir à la question de la possibilité d'avoir des informations, d'avoir un professionnel qui permette de le guider quand il pensera, il souhaitera pouvoir réaliser cette démarche. Deuxième question, ce qui est important aussi, c'est faut pas faire de cours magistral, comme je vous disais auparavant. Donc déjà, il faut déjà demander à la personne qu'est-ce qu'il sait déjà sur la maladie, qu'est-ce qu'il sait déjà sur le traitement, et de pouvoir reprendre avec lui la base de ses connaissances, de pouvoir les valider, des fois les renforcer, souvent c'est le cas, positivement, des fois amener des corrections, des petits ajustements, mais en tout cas, c'est très très important de partir de la base de connaissance de la personne. Qu'est-ce qu'elle sait déjà? Troisième question importante, qu'est-ce qu'il veut savoir? On pourrait parler, par exemple, d'une maladie, par exemple la schizophrénie, des symptômes, des traitements médicamenteux, des traitements psychothérapeutiques, des aides possibles, de la reconnaissance de handicap, etc., etc. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire, effectivement, de manière générale. Mais tout le monde ne veut pas forcément des informations. Donc, ce qu'il peut savoir, par exemple, le patient me demande, je veux savoir, par exemple, comment fonctionne un antipsychotique. Au bout de combien de temps il agit, combien de temps je dois le garder, est-ce qu'il y a des alternatives, etc., etc. Ça peut être ciblé sur le traitement médicamenteux, par exemple, ou ça peut être aussi sur connaître mieux la pathologie, mais absolument pas avoir d'informations sur le traitement à ce moment-là. Il faut pouvoir choisir les éléments à donner en fonction des souhaits bien exprimés de la personne. Et l'autre point aussi, il faut aussi demander qu'est-ce qu'il ne veut pas savoir, qui rejoint la question 3 de qu'est-ce qu'il veut savoir. Inutile de donner de l'information sur quelque chose que la personne ne souhaite pas entendre, ne souhaite pas échanger, ne souhaite pas avoir d'informations à un moment T. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas ultérieurement si c'est nécessaire, mais ça ne sert à rien de forcer, je dirais, la transmission d'informations si c'est quelque chose qui n'est pas souhaité. Elle ne sera de toute façon plupart du temps pas écouté, compris partiellement. Donc, en termes de gains, je dirais de temps, d'énergie, ces quatre questions permettent de pouvoir mieux cibler les actions. Un point aussi important, pour pouvoir se poser ces questions-là, il faut bien définir un temps, un moment, un lieu calme, avec suffisamment de temps bien défini pour pouvoir, je dirais, aborder ces différents éléments-là de manière sereine. Les modalités pratiques. Par qui est-ce que la psychoéducation peut être délivrée? En fait, elle pourrait être délivrée par tout professionnel de santé, médecin, infirmier, psychologue, assistante sociale, ergothérapeute, etc., etc. Il ne faut pas oublier la paire aidance. Si les pères aidants ont une place de choix sur la base de la psychoéducation, en tout cas, elle devrait pouvoir être délivrée partout, que ce soit de l'information à la santé, de l'information sur les traitements, etc.
Pour qui? Eh ben, ça devrait être proposé pour tout patient, pour toute personne qui en a besoin. C'est une approche transdiagnostique de manière globale qui ne se limite pas à une pathologie ni même à une problématique précise. Les programmes les plus souvent utilisés en psychiatrie actuellement sont surtout autour des troubles psychotiques, notamment de la schizophrénie, mais aussi des troubles de l'humeur comme les troubles bipolaires, les troubles addictifs, les troubles borderline, les troubles du développemental comme les TSA par exemple. Comment? La psychoéducation préférentiellement devrait être réalisée en groupe qui permet de pouvoir réaliser un échange de savoir expérientiel entre les différents participants qui peuvent être enrichis par les savoirs cliniques des professionnels en présence. Cela dit, elle peut très bien se réaliser aussi en individuel sur je dirais un espace donné ou sur une thématique particulière. Avoir en tête, il faut absolument adapter les modalités en fonction des objectifs déjà définis avec le patient. Quels outils existent? On a les programmes tout faits qui peuvent être extrêmement utiles dans beaucoup de situations et qui permettent d'aborder de manière générale les différentes problématiques autour des troubles mentaux. Je pense par exemple, un exemple, c'est le programme TIPP qui est un programme de psychoéducation pour les premiers épisodes psychotiques. Aussi, différents hôpitaux ont leur propre programme d'ETP labellisé. Par exemple, au niveau du centre psychothérapique de Nancy où je travaille, je suis coordinateur médical d'un programme d'ETP autour de la schizophrénie et du trouble schizoaffectif. Les actions doivent être ciblées, par exemple autour du traitement médicamenteux, mais aussi les meilleures connaissances sur le trouble, mais ça peut être aussi des actions d'auto-soin, par exemple l'apprentissage des techniques de relaxation, des techniques d'ancrage qui peuvent être importantes, par exemple dans la question de la gestion émotionnelle, la dysrégulation émotionnelle, etc., etc. Ça peut être aussi sur l'organisation des soins, quel est le rôle du psychiatre, quel est le rôle de l'ergothérapeute, comment aller en centre médico-psychologique, comment se déroule une thérapie, combien de temps doit prendre un traitement, etc., etc. Les exemples sont en fait infinis. Important aussi à l'heure de l'ouverture, je dirais, des ressources accessibles facilement, notamment avec son téléphone ou avec son ordinateur ou tablette. Il faut aussi s'appuyer sur des ressources bien identifiées sur lesquelles on doit prendre connaissance et auxquelles on peut aussi orienter les personnes concernées à pouvoir consulter si elles le souhaitent. Je vous ai cité, par exemple, des ressources, ça peut être des ressources Internet comme le Psycom, qui est une source intéressante et très sérieuse autour des troubles psychiques en France. On a aussi les réseaux sociaux avec des comptes de professionnels de santé. Par exemple, je suis actif sur Twitter X et sur LinkedIn, mais aussi citer les chaînes YouTube comme la psychiatrie du soleil, dont vous regardez un épisode aujourd'hui et qui propose un ensemble d'outils très précieux sur beaucoup de thématiques en lien avec la santé mentale. Et je peux citer aussi, par exemple, des podcasts. Par exemple, le podcast s'appelle Les mots bleus, place des sciences, qui propose des témoignages de personnes concernées par différents troubles psychiques, comme les troubles des conduites alimentaires, troubles anxieux, troubles addictifs, dépressifs, etc. Et qui vont raconter dedans leur parcours de soins et leur parcours de rétablissement, et qui peuvent être des aides extrêmement précieuses pour les personnes concernées. Comment construire une action de psychoéducation? En individuel, par exemple, c'est de pouvoir recueillir les besoins de la personne et pouvoir faire une proposition adaptée en fonction des besoins identifiés dans un moment défini. Ça peut être, par exemple, sur les symptômes de la maladie, sur les traitements. Ça peut des fois prendre 2, 3, 4 séances. En groupe, la structuration est plus précise. Elle nécessite déjà, avec chaque participant, de pouvoir réaliser ce qu'on appelle un bilan éducatif partagé, qui est un entretien individuel permettant de recueillir les objectifs de la personne. Cela nécessite également de préparer en amont de la délivrance de la psychoéducation en groupe des différents animateurs pour répondre aux besoins définis par les objectifs recueillis. Alors, les animateurs
à solliciter sont variables selon les séances, en fonction des besoins, en fonction des compétences à solliciter. Ça peut être des compétences médicales, ça peut être aussi infirmier, psychologue, pharmacien, ergothérapeute, diététicienne, assistante sociale, etc., etc. Important, même avec un programme structuré, il est nécessaire d'adapter le contenu en fonction des objectifs des patients. On a un thème de séance, par exemple les symptômes de la maladie. Il faut adapter le contenu et le message délivré en fonction des informations données par les participants et leurs souhaits de renforcement de savoir, par exemple. Les groupes sont importants parce qu'ils permettent de pouvoir partager des expériences entre les participants, à la fois en termes de ressenti de symptômes ou de réponses trouvées efficaces et de partage euh, d'informations de savoir. Une information en groupe, aussi important au final, nécessite de réaliser une évaluation euh, en groupe déjà de l'ensemble des participants, mais également en individuel avec chaque personne pour pouvoir évaluer si les objectifs initiaux ont bien été réalisés. Plupart des programmes en groupe structurés sont construits entre 8 et 12 séances en général sur des séquences d'environ 2 heures hebdomadaires, ce qui fait des programmes d'environ 2 à 3 mois. Comment parler également de la psychoéducation sans parler de la psychoéducation des familles? C'est un processus essentiel, euh, indispensable et qui devrait être incontournable dans la prise en soin des personnes concernées par un trouble psychique. Ainsi, dans le processus de rétablissement, on sait que la famille est un partenaire le plus souvent incontournable dans ce processus-là et il faut pouvoir donner des compétences à la fois pour faire face à la pathologie de leurs proches et de pouvoir les accompagner au mieux tout en se préservant. Ainsi, de nombreux programmes se sont développés en France. Je cite quelques exemples. Le programme BREF, qui a été proposé par le Vinatier et le docteur Romain Ray. Le programme Léo, qui est un programme en 8 séances. Le programme Connexion Familiale, qui lui est plus centré sur l'abord du trouble borderline en 12 séances. Je vais vous citer plus particulièrement l'intervention psychoéducative comme le programme Pro-Famille, qui est un programme de psychoéducation destiné aux familles et proches de patients atteints de schizophrénie ou de troubles schizoaffectifs, qui est un programme qui mène une formation complète sur 2 ans, dont la première année se déroule en 14 séances de 4 heures, soit 54 heures au total. C'est un programme basé sur les thérapies cognitives et comportementales, extrêmement riche et complet, qui comporte des éléments à la fois d'information sur le trouble, là, dans ce cas de la schizophrénie, et sa prise en charge, et surtout qui va centrer l'essentiel du programme autour des apprentissages de techniques pour mieux faire face. Ça va passer par des exercices d'habileté, d'entraînement aux habiletés à la communication, de mieux gérer le stress, de mieux gérer les émotions, de pouvoir s'entraîner à la résolution de problèmes, à pouvoir mieux solliciter les services de soins, etc., etc. Profamille est un outil extrêmement utile et qui a montré son efficacité, puisque l'on sait aujourd'hui que pouvoir suivre un programme Profamille permet de diminuer le taux de rechute à 2 ans par 2, ce qui est gigantesque. Mais il permet aussi de pouvoir faciliter le retour à l'emploi pour les personnes concernées par la pathologie, mais également de diminuer les tentatives de suicide et d'améliorer l'état de santé et du ressenti du proche aidant. Et ça, c'est aussi une aide absolument précieuse et capitale. En conclusion, la psychoéducation est une technique fondamentale et qui devrait être proposée en première intention chez toute personne concernée par un trouble psychique. C'est une intervention efficace, efficace à la fois sur l'aspect d'apport de connaissances, de renforcement des compétences, mais aussi de meilleure appréhension des services de soins et de pouvoir, je dirais, faciliter le processus de rétablissement. C'est une technique, vous l'aurez compris, codifiée avec des objectifs à définir en amont, de pouvoir proposer des actions ciblées en fonction de ces objectifs et de pouvoir l'évaluer par la suite et de pouvoir ensuite la réadapter en fonction des besoins qui évoluent pour chaque personne concernée. Et donc, c'est adapté en fonction des besoins des patients, mais aussi de leurs proches avec les différents outils dont je vous ai parlé auparavant.
La psychoéducation, grâce aux informations données, permet donc de renforcer les compétences d'auto-soin et de renforcer les compétences de soi, les compétences d'empowerment et de pouvoir d'agir, qui est un point capital dans le processus de rétablissement. Et c'est un des outils extrêmement précieux pour entretenir l'espoir nécessaire pour aider toute personne atteinte de troubles psychiques à pouvoir faciliter le processus de rétablissement. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.